Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui on m'a demandé de vous parler du secteur de l'énergie. C'est un sujet que je trouve passionnant. Il est toujours brûlant d'actualité et touche à beaucoup d'autres domaines allant de la géopolitique à l'urbanisme par exemple. Alors en parlant d'actualité, vous le savez sûrement, le PDG de Total, Christophe de Margerie, est décédé dans des circonstances tragiques en Russie. Je ne veux pas vous parler aujourd'hui de l'empire Total, mais en écoutant le journal télévisé, j'ai appris que Total, géant du pétrole, était désormais présent dans le secteur de l'énergie solaire. Cela m'a marqué, je trouve que cela montre que des changements profonds se mettent en place. Peut-être encore un peu timidement. On parle beaucoup d'énergies renouvelables, mais elles sont encore loin de remplacer les énergies fossiles polluantes. Surtout lorsque l'on voit l'Allemagne. Ce pays est censé être pionnier en matière d'énergie verte, mais il a décidé d'ouvrir ou d'agrandir des mines de lignite. Le lignite est un charbon, mais encore plus polluant que le charbon ordinaire. Ou alors on peut voir l'exemple de l'Australie qui fait carrément marche arrière. Le pays ouvre des mines de charbon, supprime la taxe carbone et tout ça avec la bénédiction de Tony Abbott qui trouve que le charbon c'est très bon. Alors nous avons encore beaucoup de progrès à faire pour que nos sources d'énergie, si indispensables pour le bon fonctionnement de notre société, deviennent moins polluantes. Je veux donc vous proposer 2 pistes à explorer si nous voulons mieux gérer notre énergie et diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Première piste, réaliser des économies d'énergie. On ne se rend pas compte de la quantité d'énergie que l'on gaspille, c'est vraiment effrayant. L'autre jour, j'ai lu qu'en 2013, tous nos ordinateurs, décodeurs, box internet et autres consoles de jeux ont consommé 616 TWh, donc en 2013. Mais il y a pire. 2/3 de ces 616 TWh a été consommé lorsque ces appareils étaient en veille. Un chiffre qui dépasse la consommation totale d'électricité par an de l'Allemagne. Cela équivaut aussi à la production électrique de 200 centrales au charbon. Ici, on pourrait facilement économiser beaucoup d'énergie en éteignant nos appareils au lieu de les laisser en veille ou en utilisant des multiprises avec des interrupteurs. Il y a un autre domaine dans lequel on pourrait réaliser de grandes économies d'énergie, l'urbanisme et l'urbanisation. Le chauffage et l'air conditionné consomment énormément d'énergie. On pourrait construire davantage de maisons basse consommation. Il existe énormément de solutions qui ne sont pas assez utilisées. Par exemple, est-ce que vous saviez qu'on peut construire des maisons en utilisant de la paille, qui est un matériau peu cher et qu'on trouve souvent dans la région ? Il suffit donc de faire des ballots de paille très serrés qu'on empile comme des briques. Et ensuite, on recouvre le tout d'une sorte de mélange fait avec de la terre. Ça sèche et ça devient très solide. On peut aussi fabriquer des maisons avec des pneus remplis de terre. C'est le but du projet Earthship, un projet développé par un architecte américain, Michael Reynolds, dans les années 70. Le but est de pouvoir construire soi-même sa maison en utilisant des matériaux de récupération comme des pneus ou des canettes de bouteilles. Et c'est le même principe, on empile en forme de U pour que les murs ne s'écroulent pas, ces pneus, et puis ensuite on recouvre avec un mélange aussi fait à partir de terre. Le but des maisons Earthship est qu'elles s'autosuffisent, c'est-à-dire qu'elles vont utiliser de l'électricité fournie par des panneaux solaires sur les toits, ou encore récupérer de l'eau de pluie pour l'utiliser ensuite à plusieurs reprises dans la maison. Il y a plein d'autres initiatives aussi qui nous permettraient d'économiser de l'énergie en matière d'urbanisme. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Masdar City. C'est une ville dans le désert d'Abu Dhabi qui est censée être 100% énergie verte. Et là-bas, il y a un système très ingénieux
qui s'appelle une tour à vent. C'est une tour qui récupère l'air frais en haut de la ville et qui, par un système ingénieux, le fait descendre en bas et permet de rafraîchir la ville sans utiliser l'air conditionné. On peut aussi réaliser des économies d'énergie au quotidien. Par exemple, une bouilloire. Quand vous faites du thé, vous allez remplir votre bouilloire en entier. Mais au final, vous ne boirez qu'une ou deux tasses. Ce n'est pas beaucoup. Et donc, chauffer une théière entière, une bouilloire entière, c'est beaucoup d'énergie. Si on chauffait juste la quantité d'eau dont on a besoin, on ferait déjà de grandes économies. Passons maintenant à la deuxième piste que je veux explorer et qui nous permettrait de mieux gérer notre énergie. C'est la recherche. C'est la clé pour utiliser davantage les énergies renouvelables. Vous allez comprendre pourquoi grâce à un exemple. On voit de plus en plus de panneaux solaires sur les toits des maisons ou encore sur ceux des supermarchés. Les panneaux solaires ou les panneaux photovoltaïques sont fabriqués à partir de silicium. Or, le silicium purifié, utilisé pour la fabrication de ces panneaux, pose problème. Sa production est en effet très coûteuse et consomme énormément d'énergie grise. L'énergie grise, c'est l'énergie nécessaire à la fabrication, au transport et à l'élimination des matériaux. Le silicium n'est donc pas l'idéal, surtout si l'on veut miser sur l'énergie solaire et installer encore plus de panneaux solaires à travers le monde. Mais un nouveau matériau vient changer la donne. Il s'agit de la pérovskite. C'est un minéral. Son nom vient du scientifique russe Pérovski, qui l'a découvert dans les montagnes de l'Oural. La particularité de la pérovskite, c'est qu'on peut la produire à partir d'éléments chimiques courants. Un peu d'iode, un atome de plomb, du carbone et un zeste d'azote et d'hydrogène. On mélange le tout à une température de 100 à 120 degrés. Et c'est bon. Du coup, la pérovskite coûte 7 fois moins cher que le silicium pour un rendement quasi équivalent. C'est un vrai matériau miracle. Pour fabriquer du silicium, on a besoin de très hautes températures et de salles blanches. La pérovskite a un autre avantage par rapport au silicium. Dès les premières expériences avec de la pérovskite, on a pu obtenir un rendement de 10%. C'est remarquable. Le silicium, lui, n'a réussi à atteindre que 24% de rendement en laboratoire, et ce après 60 ans de recherche. Aujourd'hui, les rendements des cellules photovoltaïques à base de pérovskite atteints en laboratoire sont de l'ordre de 20%. Passer de 10 à 20% en moins de 4 ans, c'est du jamais vu dans le monde de l'énergie. La pérovskite n'est pas encore prête à remplacer le silicium toutefois. Il est difficile par exemple d'estimer quelle est sa durée de vie car la pérovskite est facilement abîmée par l'humidité, les rayons UV ou le sable. Mais c'est en misant sur la recherche que l'on pourra optimiser les capacités de production d'électricité des énergies renouvelables. C'est valable aussi pour l'énergie éolienne par exemple. Alors bien sûr, quand je parle de recherche, je parle de la recherche dans le domaine des énergies renouvelables, car la recherche peut avoir, dirons-nous, des effets pervers, puisque c'est grâce à la recherche, après tout, que l'on a pu développer la technique de la fracturation hydraulique ou que l'on arrive à creuser des puits de pétrole encore plus profondément. Voilà, j'espère que cela vous a intéressé. Et n'oubliez pas, faites des économies d'énergie et encouragez la recherche pour une meilleure gestion de nos énergies. Merci beaucoup.